Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévena et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de ce podcast. Comme vous l'aurez très certainement vu dans le titre, il va s'agir en fait du premier épisode d'une mini-série où chacun des épisodes sera dédié à un style littéraire différent. Et aujourd'hui, je vous propose d'explorer le genre de la dystopie. Donc je vais commencer par vous définir un petit peu ce que c'est, avant de vous parler donc des origines et pourquoi ensuite les dystopies ont refait surface à partir des années 2000. Et enfin, je terminerai par une recommandation de 4 livres dystopiques différents. Donc restez bien jusqu'à la fin si vous voulez mes recommandations. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une dystopie ? Donc il faut savoir que le terme dystopie vient du grec dystopia, qui est composé à la fois de dys, qui signifie mauvais, et de topos, qui signifie endroit, lieu ou place. Donc ça signifie littéralement mauvais endroit ou mauvaise place. Donc il faut savoir qu'il est en partie inspiré du mot utopie et qu'il désigne donc son contraire. Et selon le dictionnaire Larousse, une dystopie c'est une société imaginaire régie par un pouvoir totalitaire ou une idéologie néfaste telle que la conçoit un auteur donné. En gros, dans ces univers, la société est souvent dysfonctionnelle et ces histoires s'appuient en fait sur des problèmes réels que l'on va retrouver dans nos sociétés. Donc les origines maintenant du genre dystopique remontent à la période de l'entre-deux-guerres du XXe siècle, puisque cette période en fait va être marquée par des événements, donc on le sait, comme la montée des régimes totalitaires, déjà avec Hitler, Mussolini, etc. Des avancées technologiques assez rapides, et en fait le monde va changer à la fois sociologiquement et économiquement à ce moment-là. Et donc ces tensions vont nourrir une inquiétude croissante sur, en ce qui concerne en fait l'avenir de la société, et ça va inspirer de nombreux écrivains à explorer des visions alternatives du monde, inspirées du coup de ce contexte un peu anxiogène. Le genre dystopique, il faut savoir qu'il trouve ses racines dans des œuvres classiques, comme notamment le livre Nous autres, qui est sorti en 1920 de Evgueni Zamyatin, qui décrit en fait une société futuriste où les individus sont complètement privés de liberté et soumis à un contrôle absolu de l'État. Et c'est vraiment ce roman qui a posé un peu les bases du genre en explorant des thèmes comme la surveillance étatique, la conformité sociale ou encore la quête de liberté individuelle. Et donc avant l'émergence de la dystopie en tant que genre distinct, il existait une sorte de tradition littéraire en fait d'œuvres utopiques qui décrivait au contraire des sociétés complètement idéales, parfaites. Et donc c'est vraiment... en fait, les dystopies ont vraiment inversé cette vision en présentant des mondes complètement dysfonctionnels et oppressifs, et qui sont souvent vus comme une critique satirique ou une mise en garde contre les excès du pouvoir et les dérives de la société. Donc le genre dystopique a connu un essor au cours du XXe siècle, comme je vous l'ai dit, et on va retrouver quelques œuvres emblématiques que vous connaissez certainement, comme Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, qui dépeint une société future et contrôlée par le conditionnement social et la manipulation génétique, ou encore 1984 de George Orwell, qui présente lui un monde totalitaire où la pensée indépendante est sévèrement réprimée. Donc ces œuvres dystopiques ont eu un impact profond sur la culture populaire, puisqu'ils ont contribué à façonner les débats sociaux et politiques de l'époque, et ils ont soulevé des questions importantes sur tout ce qui est pouvoir, liberté individuelle, technologie et les dangers de la conformité aveugle, qui va inspirer en fait des générations de lecteurs à réfléchir sur les enjeux de société et à envisager des futurs possibles
Donc dans les années 2000, le genre dystopique, il va connaître un regain de popularité, comme je vous l'ai dit dans l'intro, puisque donc, en fait ça va être en partie grâce à des adaptations cinématographiques comme on connaît tous en fait Hunger Games ou encore Divergente. Pour vous expliquer un petit peu le regain qu'il y a eu dans les années 2000, je vais m'appuyer sur un texte scientifique de Cécile Lecomte et Cédric Passard qui se nomme Retour vers le futur, la dystopie d'aujourd'hui. Donc ces auteurs vont d'ailleurs donner quelques hypothèses sur le retour de cette dystopie. Notamment ils vont parler en fait de l'émergence et du succès des récits qui peuvent être interprétés comme une réponse aux défis et aux incertitudes de notre époque. Ces récits captivent un large public également en raison de leur capacité à refléter et explorer les angoisses et préoccupations contemporaines en fait. Le succès de ces récits peut aussi être attribué à leur capacité à fournir un commentaire critique sur les tendances sociales, politiques ou encore technologiques de notre époque, puisqu'ils vont mettre également en lumière aussi les inégalités croissantes, les abus de pouvoir, les dérives autoritaires, etc. Et ces récits vont servir un petit peu de miroir à notre propre société et vont inciter en fait les lecteurs et les spectateurs à faire preuve d'esprit critique et à réfléchir aux implications de nos choix. Également, ces récits vont permettre souvent d'explorer des questions éthiques et philosophiques en confrontant les personnages à des dilemmes moraux ou à des situations un peu extrêmes. Et ça va inviter les lecteurs à réfléchir sur des thèmes comme la liberté individuelle, le contrôle ou la surveillance, ou encore la rébellion. Et le succès de ces récits peut également être attribué à une capacité à capturer l'imagination du public en proposant des mondes qui vont être vraiment riches en détails et en complexité. Donc les deux auteurs de ce texte ont également soulevé l'hypothèse que les récits dystopiques fournissent souvent un moyen de catharsis. Pour rappel, ça signifie en Grèce antique la purgation des passions, donc passion au sens de sentiment. Donc voilà, ça fait office de catharsis pour les spectateurs en permettant d'explorer et de surmonter leurs propres peurs et angoisses, puisque ça va les confronter au pire scénario imaginable et les dystopies vont offrir un espace sûr pour traiter les émotions et les préoccupations qui accompagnent les défis de notre époque. Donc je vais maintenant aborder avec vous les codes et les thèmes propres aux dystopies, même si vous avez sans doute déjà compris au fur et à mesure de mon explication. Donc on va retrouver plusieurs codes spécifiques. Les dystopies présentent souvent des gouvernements autoritaires, des sociétés divisées, une surveillance omniprésente et des individus en quête de liberté ou de rébellion. Et les thèmes courants, ça va inclure la perte de liberté individuelle, la manipulation gouvernementale, la surveillance technologique, les inégalités sociales et les conséquences des avancées scientifiques. Donc si je développe un petit peu plus, je dirais que les récits dystopiques se déroulent généralement dans un futur proche ou lointain et offrent une vision spéculative des conséquences des tendances actuelles sur la société. Ça dépeint des sociétés dysfonctionnelles, oppressives ou corrompues, et ça offre une critique implicite ou explicite de notre propre société. Il existe de nombreux livres dystopiques, parmi eux on peut retrouver des classiques comme 1984 de George Orwell, qui a été publié en 1949, puisque ce roman décrit un régime totalitaire oppressif où la surveillance étatique est omniprésente et où la vérité est manipulée par le gouvernement. Les citoyens sont vraiment contrôlés jusqu'à leurs pensées les plus intimes. Donc ça va offrir un petit peu une critique des régimes totalitaires que l'on voit émerger après 45 en fait. Et un autre livre, ça va être Le meilleur des mondes par Aldous Huxley, je vous l'ai déjà cité également. Ce roman, il va présenter une société futuriste où la reproduction est complètement contrôlée en laboratoire et où les citoyens sont conditionnés dès leur naissance pour accepter passivement leur place dans la société qui a été d'ailleurs divisée en castes. Également d'autres livres comme La servante écarlate par Margaret Atwood. Ce roman, il dépeint une société théocratique totalitaire où les femmes vont être en fait réduites à des rôles strictement définis. D'ailleurs celui en fait de servantes qui vont être assignées à la reproduction. Mais on retrouve également des livres plus récents que vous connaissez certainement comme Hunger Games de Susan Collins, Divergente de Veronica Ross ou encore Le labyrinthe de James Dysner. Je vais donc passer à mes recommandations et vous vous en doutez, je vais essayer de conseiller des romans un petit peu moins connus que ceux que je viens de citer. D'ailleurs pour ce qui est résumé et avis, ce sera un peu plus court que les critiques que je pourrais faire dans d'autres épisodes puisque je vais vous proposer de découvrir 4 romans différents.
Donc la première recommandation de livre que je vais vous faire, c'est Darkest Mind d'Alexandra Bracken. Il s'agit d'une suite de 4 livres. Il y a d'ailleurs eu un film, je crois, mais c'est une saga pour moi beaucoup moins connue que par exemple Hunger Games ou Divergente, je l'ai déjà cité. Donc je vais vous résumer un petit peu l'histoire. Dans un futur proche, une pandémie a décimé la population adolescente qui va laisser les survivants avec des pouvoirs psychiques. Ces derniers sont classés par couleur en fonction du danger qu'ils représentent et sont parqués dans des camps gouvernementaux. Les verts ont une intelligence supérieure, les bleus un pouvoir télékinésiste, les jaunes contrôlent l'électricité, les oranges contrôlent les esprits et les rouges le feu. Donc Ruby est télépathe, elle est donc orange, et elle est capable de manipuler la mémoire, et elle est considérée comme une menace, et elle aurait d'ailleurs dû être éliminée. Cependant, elle a réussi à intégrer un camp pour les moins dangereux, donc elle s'est fait passer pour une verte, mais 6 ans plus tard, elle s'échappe alors qu'elle est sur le point d'être découverte et rejoint un groupe d'adolescents qui va être en quête de liberté et qui a pour objectif de rejoindre East River, une communauté où chacun peut apprendre à maîtriser ses pouvoirs. Donc en ce qui concerne mon avis, pour moi ce qui rend ce roman vraiment intéressant, c'est les personnages, puisque donc le quatuor est composé de Ruby, Liam, Chubbs et Zoo. Et chacun a vraiment sa personnalité et est attachant à sa manière, et j'ai trouvé que les personnages étaient très bien développés, avec des passés vraiment différents, mais une aspiration commune à la liberté. Ce sont des enfants qui ont un peu grandi trop vite, mais qui conservent malgré tout leur humanité. L'intrigue du roman est pleine de rebondissements, parfois même un peu trop, mais moi ça m'a pas dérangé personnellement puisque j'aime beaucoup des romans un peu page-turner où on peut pas s'arrêter de lire tellement il y a des rebondissements. Mais ça nuit pas du tout à l'immersion dans l'univers qui est assez complexe et oppressant que l'auteur a réussi à mettre en place. On est loin quand même des histoires avec des super-héros extraordinaires puisque Ruby est loin d'être parfaite. Comme la narration est en interne, on a accès à ses doutes, ses peurs, et ça la rend beaucoup plus humaine et crédible. C'est ça que j'aime beaucoup. Darkest Mind offre également une belle palette d'émotions avec des moments de complicité et d'amitié, avec des scènes bouleversantes, mais également des scènes d'action où vraiment on va plus pouvoir s'arrêter de lire. Et je dois avouer que par contre l'auteur ne ménage pas les lecteurs avec des passages parfois violents, mais je trouve que ça reste quand même au service de l'histoire. Donc ma seconde recommandation, c'est sans doute le livre le moins connu que de tous ceux que je vais vous proposer. Il s'agit d'Interfile d'Antonin Hadger. Donc Interfile, c'est un roman qui nous plonge dans un futur proche où le réseau social éponyme, donc qui s'appelle Interfile, domine la société. Nathan, c'est un adolescent de 16 ans. Il a grandi avec Interfile, qui est donc un réseau qui permet de partager et de contrôler ses émotions en public. En fait, on a accès aux émotions des autres. Cependant, sa perception de ce système va radicalement changer puisqu'il va être témoin d'un événement tragique. Puisque Claude Herat, un de ses enseignants, va se défenestrer devant toute sa classe en arguant en fait que Interfile les a aliénés et qu'ils ne ressentent plus rien. Et en fait c'est ce qui va se passer, personne ne va bouger, personne ne va rien ressentir et ça va perturber Nathan. Le professeur va inciter à se poser des questions sur le réseau. Est-ce qu'ils ne sont pas censés ressentir quelque chose ? Et contrairement aux émotions diffusées sur Interfile qui semblent anesthésier leur cerveau, Nathan va se rendre compte qu'à force de l'utiliser, il s'est habitué à étouffer et contrôler ses émotions, jusqu'à presque ne plus rien ressentir. Donc il faut savoir que dans cet univers futuriste, la technologie est omniprésente. Il y a des voitures qui fonctionnent à l'énergie solaire, également des journaux numériques. Les animaux sont devenus rares et la consommation d'insectes est devenue monnaie courante. On comprend qu'Interfile est plus qu'un réseau social, c'est une sorte d'outil de contrôle qui va influencer tous les aspects de la vie quotidienne et les personnages qui refusent de l'utiliser vont être appelés les sans-réseau et sont marginalisés et exclus de nombreux avantages sociaux. L'histoire qui est centrée autour de Nathan et de ses amis va explorer les implications de cette surconnexion et les conséquences sur la liberté individuelle. Donc l'auteur a réussi assez brillamment, je trouve, à créer un monde crédible et effrayant, où les personnages évoluent au sein d'une société où les émotions sont vraiment en fait filtrées à travers la technologie. Je trouve personnellement la critique subtile des réseaux sociaux et de la déshumanisation qu'ils engendrent
particulièrement pertinentes dans notre société actuelle. Comme pour Darkest Mind, les personnages sont très bien développés et ils évoluent d'une manière réaliste tout au long du récit. Nathan est un moteur de l'intrigue et remet en question en fait le fonctionnement de la société entière et l'impact d'Interfil sur les relations humaines. L'intrigue est vraiment bien menée avec des rebondissements et des moments de tension qui, pour moi, maintiennent vraiment l'intérêt jusqu'à la fin. Je ne vais pas vous spoiler, mais la révélation du secret derrière Interfil est super bien orchestrée et ça a vraiment une conclusion très satisfaisante à l'histoire. Voilà, donc j'espère que je vais pu vous donner un petit peu envie de lire ce livre. On passe donc à ma troisième recommandation qui est plus connue. Il s'agit de La Sélection de Kiera Cass. Donc ceux qui l'auront lu me diront que c'est davantage une romance qu'une dystopie, mais je trouve l'univers dans lequel évolue la romance très intéressant tout de même. Dans un monde dystopique où les États-Unis ont cédé la place à une monarchie de caste connue sous le nom d'Ilea, la jeune America Singer, issue de la caste inférieure des 5, se retrouve embarquée dans un jeu de télé-réalité révolutionnaire appelé La Sélection. Donc l'objectif c'est que 35 jeunes femmes comme elle vont avoir la chance inouïe de quitter leur existence misérable et de rivaliser pour le cœur du prince héritier Maxon dans l'espoir de devenir la future reine. Cependant pour America, l'opportunité de participer à cette compétition impitoyable est tout sauf bienvenue puisqu'elle va être en fait contrainte par sa mère de saisir cette chance pour améliorer leur situation financière. Et America va se retrouver face à des dilemmes moraux, elle va être tiraillée entre son amour pour Aspen, un soldat de caste inférieure avec qui elle est en couple depuis quelques années, et les attentes de sa famille. Et lorsque la lettre lui parvient, la choisissant pour la sélection, elle est la dernière à se réjouir. Malgré les 2 années de relations secrètes avec Aspen, America va donc se retrouver immergée dans une tourmente de rivalité avec les autres candidats. Dès le départ, le récit nous plonge dans un monde dystopique post-guerre où les castes sociales dictent la vie quotidienne des habitants et c'est vraiment cette toile de fond un petit peu oppressante qui va offrir un contraste avec l'opulence des palais royaux. J'ai trouvé que l'auteur avait vraiment bien réussi à capturer l'attention en présentant un univers qui est assez riche en détails et en nuances, où on va comprendre que l'injustice règne, la peur et la lutte pour la survie. Ce que j'aime beaucoup dans l'univers dystopique que nous présente l'auteur, c'est vraiment cette dénonciation des classes sociales. Car aujourd'hui, dans notre société, certains pays vivent en fait dans l'opulence, en ignorant complètement parfois la pauvreté et la misère des autres pays, ou parfois même de quartiers au sein de ces pays riches. Et vraiment, j'ai trouvé que ce livre dénonçait assez bien les classes sociales. Et l'héroïne America Singer incarne à la fois la force et la vulnérabilité. Son caractère est assez indépendant et elle a vraiment une détermination à rester fidèle à elle-même dans un environnement hostile. Et j'ai trouvé que ce côté, ça lui conférait une certaine authenticité qui peut la rendre attachante aux yeux du lecteur. Par contre, moi je dois vous l'avouer, je n'ai pas du tout aimé ce personnage. Certains lecteurs pourraient vraiment trouver son comportement par moments agaçant ou vraiment stéréotypé. Et je vais pas vous mentir, c'était vraiment mon cas, je la trouvais vraiment détestable par moments. L'intrigue principale de la compétition pour conquérir le cœur du prince Maxon est quand même entrelacée avec des thèmes plus larges comme les inégalités sociales et les relations sociales. Cependant, certains lecteurs pourraient être déçus par le manque d'approfondissement de certains aspects de l'histoire, comme par exemple le côté un peu télé-réalité de la compétition qui est franchement relégué au second plan. Et comme je l'ai dit, il faut vraiment pas ouvrir ce livre en s'attendant à une dystopie vraiment avec beaucoup d'action, etc. puisque le cadre dystopique est en fait vraiment ici pour amener la romance, quoi. Mais malgré ces quelques réserves, la sélection, j'ai trouvé ça vraiment bien. Elle offre une lecture vraiment addictive. L'écriture est vraiment fluide et immersive et vraiment Kiera Cass transporte le lecteur dans un monde où règne le luxe, le glamour et les intrigues de cour. Et il y a vraiment des rebondissements et des relations complexes entre les personnages qui vont maintenir pour moi l'intérêt du lecteur jusqu'à la dernière page. Donc je vais finir par ma dernière recommandation de ce podcast qui est U4. Donc cette saga est un petit peu particulière. Les différents tomes ont en fait été écrits chacun par un auteur différent. Donc il y a Vincent Villeminot, Yves Grévet, Carole Trébor ou encore Florence Hinckley. Donc Stéphane, Yanis, Coridwen, Jules ont entre 15 et 18 ans. Ils ont survécu au virus U4 qui a décimé 90% de la population mondiale. Ils ne se connaissent pas, mais ils se rendent pourtant au même rendez-vous.
Voilà, donc je vais vous résumer pour l'instant le livre qui est un petit peu pour moi considéré comme le premier tome, U4 Stéphane de Vincent Villeminot. Donc Stéphane, c'est une adolescente qui vit à Lyon et elle va se retrouver plongée dans un monde post-apocalyptique après l'éclatement du virus U4 qui a décimé 90% de la population mondiale. WOT, c'est un jeu vidéo en ligne et avant que ses serveurs ne se déconnectent, le maître du jeu, Chronos, a dit connaître le moyen de remonter le temps. Il a envoyé un message à ses joueurs qui doivent se retrouver sous la plus vieille horloge de Paris le 24 décembre à minuit pour retourner dans le passé et empêcher cette catastrophe. Malgré l'absence de son père, qui est épidémiologiste, elle refuse de rejoindre ce rendez-vous où d'autres adolescents s'organisent pour survivre. Elle est persuadée que son père est encore en vie et elle préfère attendre seule chez elle, convaincue qu'il viendra la chercher. Mais alors que les pillards commencent à menacer son quartier, l'espoir de retrouver son père s'amenuise et elle va donc décider de partir pour ce rendez-vous. En parallèle, ce qui va être très intéressant dans ce livre, c'est qu'on va vraiment voir toute l'évolution personnelle de Stéphane. Autrefois, c'était une adolescente comme les autres et aujourd'hui, elle va se retrouver confrontée à des choix difficiles dans un monde complètement chaotique. Et elle va passer en fait de petite fille admirative de son père pour devenir peu à peu une jeune femme déterminée et même parfois impitoyable qui est prête à tout pour survivre. D'ailleurs, ses compétences en sciences et en médecine qu'elle a héritées de son père vont lui conférer un rôle important au sein de la communauté des survivants, notamment au point de rendez-vous où elle va apporter son aide en premier secours. Donc au fil de son périple, Stéphane va croiser le chemin de différents compagnons, notamment Yanis, avec qui elle va nouer une amitié qui va évoluer au fur et à mesure du récit. Et donc ensemble, ils vont affronter les dangers et les défis de ce monde complètement détruit, où la survie est devenue une lutte. Et malgré ses blessures et ses peurs, Stéphane va faire preuve d'une force et d'une détermination à toute épreuve. Donc ce tome de la série U4, qui est centré sur le personnage de Stéphane, offre une immersion captivante dans un monde post-apocalyptique. Vincent Villeminot parvient à vraiment insuffler du mouvement et de la tension au récit. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que vraiment l'auteur arrive à explorer les émotions et les pensées du personnage, ce qui va ajouter en fait de la profondeur à l'histoire, je le trouve, et ça va s'attarder vraiment sur ce qu'elle ressent, ce qui la hante. Et le petit duo du coup formé par Stéphane et Yanis constitue un des points forts du roman, puisque leur amitié sincère va évoluer de manière naturelle au fil des péripéties, et ça va offrir des moments riches en émotions. Yanis, qui est d'ailleurs le héros d'un autre tome, intrigue également par son développement et son importance dans cette histoire, qui suscite l'intérêt du lecteur. En fait, ça donne vraiment envie de lire le tome qui lui est dédié. Les autres compagnons de Stéphane, au cours de son périple, apportent également leur lot d'intérêt. On a notamment Alex, Marco et Happy, qui est un chien, qui vont susciter de l'attachement et va apporter un peu une certaine dynamique au petit groupe. Donc l'univers du 4 est vraiment bien développé, les dangers sont omniprésents et il y a vraiment des choix difficiles auxquels les personnages vont être confrontés, ce qui va renforcer un sentiment vraiment d'urgence et de tension tout au long du récit. Cependant, il y a certains passages qui peuvent sembler moins crédibles que d'autres, mais l'ensemble reste assez bien construit et cohérent, je trouve. Le style d'écriture de Vincent Villeminot, je l'avais d'ailleurs déjà découvert grâce à la saga Instinct. Donc ce style est assez fluide et prenant et il parvient vraiment à captiver le lecteur dès les premières pages et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié, voilà, c'était vraiment un livre très addictif. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de lire ces 4 dystopies. Et voilà, écoutez, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode et surtout n'hésitez pas à partager vos propres lectures et vos recommandations dans les commentaires. Et d'ailleurs, dites-moi si vous avez lu un des livres dont je vous ai parlé dans ce podcast et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me suivre sur mon Instagram, donc c'est book-le-monde-du-livre. Bon, vous voyez, avec des tirets du 8. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant.